Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. C'est avec plaisir que je vous retrouve, comme tous les mardis, de 13 h à 14 h. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les causeries saisies, c'est un cycle de conférences depuis 9 ans maintenant, donc dans les locaux de Saisie Nanterre, mais diffusé en live. Merci à ceux qui sont présents et à ceux qui nous regardent, à la fois dans nos centres saisis, 25 centres en France, notre campus d'Orléans en particulier, mais également les tuteurs, les institutionnels, nos partenaires, fournisseurs et vos réseaux personnels également. En effet, ces causeries qui se déroulent de fin octobre à fin avril, donc tous les mardis de 13 h à 14 h, avec une pause fin décembre, vous permettent d'aborder plein de thématiques différentes sur la méthodologie de l'ingénieur, sur les sciences humaines, les arts, l'international, l'industrie du futur, vraiment des choses d'actualité avec des experts. On n'est pas là pour faire des cours. Le concept, c'est vraiment le partage d'expériences, le partage de cas concrets, l'apport de connaissances, oui, mais pour enrichir votre culture générale, pour après partager cela auprès de vos réseaux professionnels et personnels. Comme je le disais, ce lien live, quand vous n'êtes pas en amphithéâtre, vous pouvez l'utiliser évidemment et le partager de façon gratuite. C'est un lien unique sur l'ensemble de la saison et donc vous pouvez le partager à qui serait intéressé. Vous avez également une adresse causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Cette adresse vous permet d'échanger avec moi pour tout ce qui est thématique qui vous intéresserait, causerie, causeur, des suggestions pour l'année prochaine. Je suis ouverte et preneuse de toutes vos suggestions pour l'année prochaine. Donc, comme je vous le disais, le programme sera fait à partir de juin-juillet pour l'ensemble de la saison 2023-2024. Pendant cette causerie qui va durer donc 1 heure en tout, 50 minutes de présentation et des questions-réponses, c'est tout l'intérêt des causeries. Donc sur place, je vous ai dit, vous levez bien la main, que je vous apporte un micro pour que les personnes derrière leur écran puissent entendre vos interrogations. Et vous qui nous regardez à travers l'écran, vous nous envoyez vos questions, toujours à cette même adresse, causerie au pluriel idfc, tout attaché, @cesi.fr. Vous avez la possibilité parfois de retrouver des replays de ces causeries. Donc là, vous avez la possibilité de voir 2 à 3 saisons passées sur le YouTube Saisie, sur la playlist Les causeries saisies. N'hésitez pas. Aujourd'hui, je reçois donc Arnaud Jumelet. Un grand plaisir de le recevoir. Première fois dans les cycles de causeries saisies. Via la fondation Microsoft qui nous permet d'avoir des experts dans les systèmes d'information qui nous parlent des sujets d'actualité qui va toucher, alors là en particulier des formations, peut-être un système d'information, mais qui va toucher au final tout le monde et tout le monde peut trouver l'information nécessaire dans sa vie professionnelle et personnelle. Vous pouvez l'applaudir. Merci à lui d'être là. Je vais lui donner la parole et n'oubliez pas, si vous voulez intervenir, levez bien la main afin que je vous apporte le micro. Merci Arnaud. Merci Héloïse. Bonne causerie à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette causerie. Je découvre le dispositif pour la première fois. Donc l'objectif, pour moi, ça va être de partager un tout petit peu ce que je connais sur le sujet. Donc on va parler de cybersécurité. En quelques mots, en fait, ça fait 15 ans que je travaille chez Microsoft sur des sujets de cybersécurité. Donc le titre que j'occupe aujourd'hui, c'est National Security Officer. Et en quelques mots, en fait, je suis pas en charge de la sécurité de Microsoft en tant que telle. Il y a des gens, il y a une organisation qui fait ça à plein temps, de sécuriser, on va dire, Microsoft contre les attaques. Moi, mon rôle, il est plutôt porté vers l'extérieur, vers les clients. En fait, je vais plutôt aider les clients à identifier les risques et à regarder ce qu'ils peuvent faire en fait pour mieux se protéger en fait contre les attaques. Donc c'est plutôt ça en fait l'objet aujourd'hui. La discussion que je vais avoir, c'est de vous faire un petit peu découvrir en fait qu'est-ce que c'est la cybersécurité, c'est quoi les menaces qu'on voit en entreprise, peut-être démystifier un tout petit peu le propos. Souvent, on a tendance à imaginer que c'est très compliqué, que c'est très sophistiqué les attaques, et donc du coup que c'est très compliqué de se défendre. L'objectif, c'est aussi de vous montrer en fait qu'est-ce qui se passe généralement dans les entreprises. Quel est le niveau qu'on rencontre dans les entreprises et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité. Donc, comme on le disait en introduction, l'objectif c'est aussi de partager et d'échanger. Donc,
posez vos questions au fur et à mesure si vous en avez. Il n'y a pas de mauvaises questions. Prenez le micro si vous souhaitez poser votre question. Et on va essayer de découvrir pendant 50 minutes, ce qui passe quand même assez vite, différentes facettes en fait, de cette partie cybersécurité. Donc ce que je voulais commencer en fait, avec vous, c'était de présenter quelques chiffres. En fait, si on fait rapidement en fait, le schéma aujourd'hui de la complexité des attaques, il y en a de plus en plus, et en même temps il y a beaucoup de pénuries, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique et le numérique, ça concerne tout le monde, il y en a partout, et plus le temps passe, et plus il y a besoin de compétences capables d'appréhender en fait, l'environnement dans sa globalité. C'est déjà compliqué pour les entreprises. Le défi pour les entreprises, c'est qu'elles doivent en fait jongler entre le poids du passé. Donc le poids du passé, c'est l'infrastructure traditionnelle. C'est des serveurs qu'on installe, qu'on exploite, c'est des postes de travail qu'on gère pour les employés. Et en même temps, utiliser les services cloud. Donc depuis, on va dire, 5-6 ans, les entreprises utilisent de plus en plus des services qui sont fournis par des fournisseurs cloud, donc de tout type. La complexité, c'est que les systèmes deviennent hybrides. Hybrides, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des données qui sont données, mises en place dans les data centers à distance, mais également des systèmes qui sont connectés avec le télétravail, avec de la mobilité, ce qui fait qu'il y a tout un tas d'aspects en fait, à devoir gérer. La surface d'attaque, elle est croissante. Et puis maintenant, on rajoute tout ce qu'on appelle objets connectés, IoT. On parle maintenant de edge computing. Edge computing, ça veut dire finalement d'avoir de la puissance de calcul au plus près de là où on produit des données, donc dans des usines par exemple, d'avoir des systèmes informatiques qui vont être capables de faire du contrôle sur des systèmes industriels ou tout simplement de faire de la reconnaissance d'images avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc on parle maintenant d'edge computing. En fait, c'est d'avoir les mêmes technologies que le cloud computing, mais portées à une échelle beaucoup plus petite. Donc si vous voulez, c'est une sorte de mini-cloud qu'on aurait localement. Et donc là, pareil, c'est des nouvelles compétences. Donc la difficulté, elle est là aujourd'hui, c'est de trouver des gens, la tête bien faite, qui puissent avoir en fait une vue d'ensemble en fait, de ce qui se passe pour apporter la meilleure réponse. Et face à ça, ça veut dire qu'il faut faire des analyses de risque, il faut essayer de comprendre un tout petit peu où se situe la menace. Et c'est pas évident. Clairement, c'est les gros défis qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est l'introduction. Ce que je voulais ensuite vous partager, c'est... Alors, vous savez, il y a des panoramas de la menace qui paraissent généralement. Je pense que vous connaissez tous à peu près l'ANSSI. Qui a entendu parler de l'ANSSI? Une bonne moitié de la salle. Donc, c'est l'agence de cybersécurité en France qui aide les collectivités, qui aide surtout les industries régulées, les OIV, donc les organismes d'importance vitale, qui aident l'État à sécuriser. Donc ils émettent leur rapport chaque année pour rendre compte en fait c'est quoi l'état de la menace. Il y a également Cybermalveillance qui a produit son rapport sur les menaces qui touchent les particuliers et les entreprises. Donc à chaque fois c'est niveau France. Ce qu'on voit habituellement dans ces rapports depuis 1 ou 2 ans, c'est qu'il y a 2 types de menaces qui touchent à peu près tout le monde. C'est le phishing, donc c'est le fait d'envoyer des messages frauduleux qui sont illégitimes pour vous forcer à prendre une action. C'est toutes ces formes, le phishing, c'est par SMS. Moi, j'en reçois énormément depuis 1 an par SMS. Ça peut être par courrier postal, ça peut être par téléphone. Bref, c'est vraiment de tout type, par email, bien entendu. Ça, c'est la menace numéro 1 qui touche aussi bien les particuliers et les entreprises. Et puis, il y a aussi le piratage de boîtes aux lettres. Donc, piratage de boîte aux lettres, c'est la boîte mail qui se fait compromettre. C'est quelqu'un qui est en capacité de rediriger tous vos messages pour les transmettre ailleurs. Quelqu'un qui peut réinitialiser tous vos mots de passe et avoir le lien et le nouveau mot de passe sur votre boîte mail. Bref, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de votre vie numérique, qui vole votre vie numérique, clairement, en passant par une boîte aux lettres, par une boîte email. Ça, c'est une menace qui touche aussi bien particuliers et entreprises. Entreprise, c'est un peu plus grave parce que derrière, ça va être des demandes de virement, ça va être de s'adresser au service comptable ou s'adresser à une assistante qui
a l'habitude de gérer des dossiers entre guillemets qui sont confidentiels. Hein. On va lui faire croire qu'il y a un dossier très confidentiel, qu'il va y avoir une fusion-acquisition, il va falloir faire un virement d'un montant très important à telle banque, sauf que de A à Z c'est une escroquerie. Hein. Et pour rendre ça, on va dire acceptable, on va réutiliser les moyens de communication de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va pirater des boîtes aux lettres, on va récupérer des éléments qui sont légitimes, hein, et puis on va enrober, inventer une histoire et communiquer avec ce qu'on a pu détourner. Ça, c'est des vraies menaces. Hein. Et il y a les ransomware. Alors les ransomware, c'est les rançongiciels, c'est le fait de bloquer un ordinateur et de demander une clé de déchiffrement, enfin de demander de l'argent en échange d'une clé de déchiffrement pour accéder à nouveau aux données. Hein. Ça, c'est quelque chose qui progresse moins que les autres années. Ça reste quelque chose d'assez stable. Ça, c'est ce qu'on voit en France. Et ce que je vous partage là aujourd'hui, c'est côté Microsoft, qu'est-ce qu'on voit dans le monde, quel est l'état des menaces en fait dans le monde. Hein. Donc par rapport à ça, ce rapport-là, vous voyez, il est disponible. Alors, il est disponible en anglais, il est disponible en français, ça fait une centaine de pages. Si vous voulez le lire correctement, il faut, je pense, passer une bonne journée. Donc c'est long, il y a beaucoup de choses, hein, mais c'est assez intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas du sondage, c'est pas un questionnaire qu'on envoie aux clients, c'est vraiment ce qu'on observe par rapport à des données de télémétrie, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain quand on est appelé à faire de la réponse à incident. Et donc ce qu'on peut voir comme chiffre, hein, ce que vous allez voir, grosso modo, c'est que déjà la menace de ransomware, ce qu'on a pu voir, elle n'a pas doublé dans le monde, elle s'est plutôt stabilisée. Par rapport aux autres années. C'est la demande moyenne de rançon qui a doublé. C'est ça qu'on a pu observer. Hein. C'est qu'en volume, les attaques n'ont pas doublé en termes de rançongiciel. Hein. C'est plutôt la demande de rançon qui a doublé. Ce qui est un peu étonnant, on pourrait se demander, mais pourquoi les ransomware, ils n'ont pas doublé c'est pas forcément lié aux entreprises qui ont une meilleure sécurité. Hein. Ce qu'on analyse, c'est plutôt les événements géopolitiques qu'il y a pu y avoir récemment. Le fait qu'il y a des groupes d'attaquants qui aient cessé leurs activités ou qui ont été démantelés. Hein, et l'explication, elle est plutôt sur ça en fait. Hein. C'est plutôt quelque chose de transitoire, hein, mais qui fait que pour l'instant, ça s'est stabilisé. Hein. Là où il ne faut pas se tromper, c'est de prendre l'indicateur des ransomware comme un indicateur de cybersécurité. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les médias, vous allez peut-être voir dans les années prochaines, comme quoi les menaces ont doublé, diminué. Mais le ransomware, ce n'est pas quelque chose qui indique en l'état qu'une entreprise est bien protégée ou moins bien protégée. Tout simplement parce qu'une demande de rançon, généralement, elle est faite une fois que l'entreprise a été complètement piratée. C'est en général la dernière étape. Bien souvent, en fait, les attaquants compromettent le réseau, vont écouter ce qui s'y passe et vont peut-être choisir à la place de voler des informations pour les revendre. Ça, c'est une possibilité. Ou ça peut être de faire des menaces pour dire on va saboter la production un peu plus tard. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a moins de ransomware, que les entreprises sont mieux protégées. Il faut juste le prendre en compte. Donc vous voyez, il y a plein de chiffres, à chaque fois ça monte. C'est des chiffres qui sont extrêmement compliqués, je trouve, à appréhender. Dans les rapports, on explique qu'on analyse 43 000 milliards de signaux de sécurité par jour, ce qui est colossal, ce qui est hallucinant. Les chiffres vont faire qu'augmenter au fur et à mesure que l'utilisation de l'informatique continue de croître. Donc il ne faut pas s'attarder sur ces chiffres. Il faut juste se rendre compte qu'aujourd'hui, les menaces qu'on peut voir sur les mots de passe, c'est-à-dire que quand je vous parle en ce moment, il y a plus de 1300 tentatives pour deviner un mot de passe de quelqu'un. Donc c'est sur Microsoft, donc c'est sur les clients qui utilisent les technologies Microsoft, donc les entreprises ou les particuliers. Donc je pense aux boîtes de messagerie, Outlook.com ou Office 35. Mais là, c'est le bruit de l'Internet, c'est qu'en permanence, en fait, il y a login mot de passe qui sont essayés de façon mécanique, automatique, par des logiciels. Ça, c'est une vraie menace qui peut être bloquée parce qu'on va bloquer au bout d'un moment le nombre de tentatives par rapport à un ordinateur qui serait infecté. Mais aujourd'hui, c'est par là que ça passe pour le piratage des particuliers et des entreprises. C'est le fait de toujours reposer sur ces satanés mots de passe
qui sont vulnérables à plein type d'attaques qu'on pourra voir par ailleurs. Hein. Mais déjà, la première chose, peut-être à retenir de Stalk, et on le verra à la fin, ça sera de protéger vos comptes en ligne avec de la double authentification, à minima, voire de l'authentification sans mot de passe, qui résiste au phishing. Parce qu'aujourd'hui, la menace numéro 1, c'est la partie phishing, c'est de vous inciter finalement à vous connecter à un service en passant par un intermédiaire, et l'intermédiaire va vous voler vos informations de connexion. Alors, ce qui nous préoccupe en fait en ce moment, c'est plutôt tout ce qui s'appelle cybercrime as a service. Alors c'est pas vraiment nouveau. Début 2000, on parlait de script kiddies. Alors le terme script kiddies, ça veut dire des enfants en fait qui n'ont pas de compétences particulières, donc des adolescents qui n'ont pas une grande compétence, mais qui utilisent des outils prêts à l'emploi pour faire du piratage. C'était une grande tendance. Aujourd'hui, ça s'est sophistiqué. Il y a vraiment une industrie, il y a vraiment beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, pour quelques euros par mois, quelques dollars par jour même, on peut mener tout type d'attaque. C'est-à-dire qu'on va sur le darknet et on peut louer tout simplement des services pour envoyer du phishing à la demande. Donc très bien fait. C'est-à-dire que pour quelques dollars, vous avez une plateforme qui permet d'envoyer des faux mails, qui va inciter la personne à cliquer sur le lien. Le lien va rediriger vers un serveur qui est loué, qui va intercepter en fait les connexions, et puis qui va vous permettre tout simplement de prendre possession de la boîte aux lettres de quelqu'un. C'est très bien fait, c'est sophistiqué, ça arrive à enlever la plupart des protections, et aujourd'hui c'est accessible au plus grand monde, sans grande compétence. Ça c'est la tendance numéro 1, c'est le fait que c'est de plus en plus accessible, sans grande compétence en fait les attaques aujourd'hui. L'autre source d'inquiétude pour nous, c'est tout simplement en fait qu'on appelle des ransomware opérés par des humains. De plus en plus, en fait, avant que les mafias ou les cybercriminels ou cyberdélinquants passent à l'attaque, il y a une grosse partie de reconnaissance. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment cibler de façon très précise quelle industrie ils ont pu compromettre, quel client. Ils vont aller chercher en fait à déterminer quel montant ils peuvent demander à la victime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les montants ont augmenté. Hein. C'est-à-dire que quand ils font leur demande de rançon, et c'est quelque chose qui fonctionne et qui met à exécution 5% du temps, 5% du temps en fait les demandes sont mises en œuvre, ils vont demander clairement, je sais pas, 1 million d'euros pour récupérer en fait les données. Et ça, ils le font parce qu'ils ont pris le temps en fait de regarder en fait l'industrie, le chiffre d'affaires, savoir s'ils ont ou pas une assurance pour se prémunir contre des ransomware. Et il y a du double chantage qui est fait généralement, c'est que les entreprises ont un petit peu progressé en sécurité, elles font un peu mieux les sauvegardes, et donc généralement les entreprises disent on va pas payer parce qu'en plus on a des sauvegardes, donc si on restaure tout, peut-être qu'on va s'en sortir. Hein. Et donc généralement, en fait, les attaquants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont menacer de sortir sur la place publique en fait, des données compromettantes ou confidentielles. Donc du fait que les entreprises soient un peu mieux protégées et elles ne vont pas être incitées à payer pour récupérer leur système d'information, parce qu'elles ont des sauvegardes, ils vont quand même en fait forcer pour dire si vous ne nous payez pas, ok, mais on sort ça dans la presse. Le fait que vous avez des mauvaises pratiques de sécurité, le fait que je sais pas, il y a tel ou tel email compromettant, et donc ils ont forcé les victimes en fait tout simplement à payer la rançon. Hein. Et ça aujourd'hui c'est fait par contrairement à ce qu'on pourrait faire, c'est fait par des opérateurs. Donc c'est pas le côté sophistiqué où il y aura de l'intelligence artificielle qui va d'elle-même en fait développer des logiciels et s'infiltrer dans le réseau de l'entreprise de façon automatique. Où on aurait quelque chose d'hyper sophistiqué. C'est absolument pas le cas. C'est des gens qui ont un travail, des horaires de bureau, et qui font ça de 8h à, 18h, hein, qui vont en fait infiltrer une entreprise, vont regarder qu'est-ce qu'il y a comme données, et au fur et à mesure vont continuer, vont progresser, et vont forcer l'entreprise à payer une certaine rançon. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant, tout simplement parce que c'est des groupes qui sont très structurés, comme des startups, si j'ose dire. Donc il y a des gens qui vont être spécialisés pour développer des logiciels malveillants,
d'autres qui vont être spécialisés pour aller voler des logins mots de passe, d'autres personnes qui vont être spécialisées pour faire du phishing, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le problème, c'est quand les forces de police vont faire tomber un groupe en particulier, de façon assez dynamique, les groupes vont se restructurer. C'est-à-dire des gens qui étaient en fait spécialisés pour faire chanter des entreprises. S'il y a un groupe qui développe des logiciels pour faire du ransomware qui n'est plus disponible, c'est pas grave. Ils vont acheter une prestation à côté. Donc ça devient compliqué en fait de démanteler en fait toutes ces chaînes parce que ça a été hyper structuré et chacun en fait a un rôle à jouer. Et en ce moment en fait la grande menace qui touche tout le monde, c'est des logiciels qui s'appellent les infostealers. Le rôle d'un infostealer, c'est bête, ça va être de vous inciter à télécharger, je sais pas, un logiciel pour les jeux vidéo. Tout simplement, vous voulez tricher sur un jeu vidéo, vous voulez avoir plus de points, vous allez le prendre, ça va marcher. Mais en arrière-plan, ce qui va se passer, c'est que ça va scanner votre ordinateur pour récupérer tous les logins mots de passe en mémoire. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, il va attendre que vous déverrouillez votre gestionnaire de mots de passe pour aller récupérer ce qu'il y a dedans. Lorsque vous utilisez un navigateur et vous sauvegardez vos mots de passe, il va les récupérer. Vous tapez votre numéro de carte de crédit, pareil. Donc l'objectif de ces logiciels, c'est de vous voler en fait vos informations de connexion. Et ça a de la valeur. Parce que ça va être revendu à d'autres groupes qui vont avoir la charge en fait de qualifier finalement les gens qui se sont fait avoir là-dedans, ils ont accès à quoi? Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise? Et donc ça va être revendu en gros. Ça veut dire qu'on va revendre, je sais pas, les 10 000 logins mots de passe pour 500 €. Et il y a des gens en fait qui vont acheter ces coupes de logins mots de passe, qui ont passé du temps à qualifier pour comprendre en fait j'accède à quoi comme ordinateur. Peut-être que cet ordinateur qui est là, il est connecté au réseau de l'entreprise. Et donc de fil en aiguille, je vais pouvoir me propager et ensuite revendre l'information. Et il y a d'autres groupes qui vont prendre la main. Il y a des annonces qui vont être de dire j'ai trouvé en fait quelqu'un qui a tout simplement les droits administrateurs dans l'école. Il peut administrer tout le système d'information. Je vends ce login mot de passe qualifié pour 1 000 €. Et il y a des gens qui vont acheter ça à un certain montant. Et derrière, ils vont essayer d'infiltrer et d'envoyer un ransomware. Et de fil en aiguille, au début c'était 5 €, 500 €, et puis après ça va se transformer en 500 000, 1 million d'euros lorsqu'on va bloquer toute une organisation. C'est ça aujourd'hui la réalité en fait de la cybercriminalité. Il n'y a pas trop de magie, il n'y a pas un gros intérêt, sachant qu'en fait les logiciels qui sont utilisés derrière sont souvent en fait des logiciels qui sont disponibles un peu partout. Faut pas croire que c'est de l'orfèvrerie où il y aurait des gens très très intelligents qui auraient fait du code hyper sophistiqué qui passe vraiment toutes les protections sans problème. Bien souvent en fait ça consiste à voler du login mot de passe et derrière à exécuter des commandes. Donc ce qu'on voit en fait c'est une statistique qui est intéressante, c'est que généralement sur un tiers, en gros, il y a des logins mots de passe qui sont volés. Un tiers des entreprises sont compromises par ça. Et 5% des entreprises sont victimes d'un ransomware. C'est à peu près ça la chaîne d'attaque aujourd'hui. Lorsqu'il y a des identifiants mots de passe qui sont volés, généralement, 1 fois sur 3, derrière, l'organisation est compromise. Ça veut dire que les attaquants ont le contrôle complet en fait de l'entreprise. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir voler des données s'ils le veulent. Ils peuvent continuer à observer ce qui se passe. Et puis généralement 5% du temps, là il y a une demande de ransomware, il y a une demande de rançon qui est faite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le ransomware, c'est vraiment la dernière étape. Et si une entreprise n'est pas victime de ransomware, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été compromise. Ça ne veut pas dire que l'attaquant n'est pas déjà sur place. Donc dans la presse, quand vous allez voir que cette année, il y a plus ou moins de ransomware, ce n'est pas vraiment un indicateur fiable sur l'état de la menace. Tout simplement parce qu'il y a des étapes avant qui sont beaucoup plus préoccupantes, avant la demande de rançon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors si on regarde d'autres chiffres qui ne sont pas forcément rassurants, c'est le fait qu'en fait côté défense on n'a pas l'avantage. Les attaquants vont quand même assez rapidement.
même si je dis que c'est pas sophistiqué, ça ne veut pas dire que c'est pas automatisé. Les attaquants, en fait, ils ont pas mal d'outils qui permettent d'aller assez vite sur ce qui se passe. Et généralement, en fait, quand quelqu'un se fait avoir sur une tentative de phishing, 1 heure plus tard, la boîte aux lettres est complètement compromise. C'est-à-dire que les attaquants ont réussi à analyser le contenu de la boîte aux lettres, voire d'exfiltrer les données les plus importantes. Et 2 heures plus tard, généralement, l'attaquant se déplaçait sur un autre ordinateur du réseau. Donc le fait d'être victime de phishing, donc ça veut dire de cliquer sur un lien ou d'avoir un logiciel qui s'installe en arrière-plan sur son ordinateur, en moins de 2 heures, l'attaquant a pivoté sur un autre ordinateur. Donc c'est assez rapide. Ça veut dire que c'est assez compliqué pour les gens dont le rôle c'est de faire de la réponse à un incident dans les entreprises. Il faut réagir très vite. Et réagir vite, ça veut dire il faut débrancher l'ordinateur, il faut avoir des systèmes sur les postes de travail qui permettent de remonter un peu l'activité de ce qui se passe sur l'ordinateur pour que les équipes de l'entreprise en charge de la réponse à un incident puissent dire il y a un problème, on bloque ton ordinateur, faut qu'il arrête de communiquer sur le réseau parce que ça se propage hyper vite sur le réseau de l'entreprise. L'autre enseignement, donc ça c'est plutôt un défaut de vigilance, quand on ne fait pas attention et qu'on se fait avoir. L'autre problème, c'est les défauts de mise à jour. Généralement, les ordinateurs ne sont pas à jour. Quand je dis ordinateur, c'est poste de travail et puis téléphone. On se rend compte que 80% du temps, un appareil a toujours un défaut de logiciel. Le système qui n'est pas à jour, des logiciels qui ne sont pas à jour. Ça, c'est en entreprise. La mauvaise nouvelle, le problème c'est que généralement en fait les correctifs étaient disponibles. Ça fait depuis 9 mois que le correctif est disponible, mais il n'a pas été installé. C'est pas évident à suivre, c'est-à-dire que même en tant que particulier, vous avez sans doute l'habitude de recevoir des notifications comme quoi votre système iPhone ou Android demande une mise à jour. Ça arrive parfois plusieurs fois par mois. C'est pas évident de suivre le rythme des mises à jour pour se dire ok, je vais appuyer sur le bouton puis je vais attendre pendant 20 minutes le temps que mon ordinateur ou mon téléphone applique les mises à jour. Mais c'est déterminant et crucial parce que l'autre étude qu'on a pu voir et qu'on fait, c'est qu'il se produit 14 jours généralement entre la sortie d'un correctif et le code hostile qui se propage sur Internet. C'est-à-dire que les groupes d'attaquants, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent tout type d'industrie confondue les correctifs qui sortent. Donc typiquement, je sais pas, j'ai un lecteur PDF, le logiciel Adobe, où il y a un correctif qui sort. Les attaquants vont prendre le correctif, vont essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils corrigent. Ils vont identifier finalement le problème et donc ils vont développer derrière un code d'exploitation. Ce qui veut dire qu'ils vont essayer de m'envoyer un PDF, un fichier PDF qui va être piégé, qui va chercher à tirer parti en fait de cette faille. Et surtout des appareils qui n'auraient pas en fait mis à jour sur la dernière version. C'est 14 jours en moyenne. Donc en gros, pour une entreprise a 14 jours pour patcher quand il y a un correctif qui sort. Derrière, c'est exploité de façon massive. Malheureusement, en entreprise, je reviens sur le truc, mais en général, c'est 9 mois. 9 mois plus tard, le correctif n'est pas appliqué. Et donc ça passe aussi par ça en fait en entreprise, ou même les particuliers, tout simplement la cybersécurité. C'est le défaut de mise à jour. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les défauts de configuration. Défauts de configuration, c'est toutes les mauvaises pratiques quand on administre des systèmes, quand on ne fait pas le nécessaire. C'est tous les actes de cybersécurité qu'on ne ferait pas. Donc on a récupéré en fait dans la liste des incidents, donc en fait côté Microsoft, quand il y a des attaques et qu'une entreprise souhaite avoir de l'aide, on a des équipes qui sont en charge de la réponse à incident. Et donc on a analysé finalement les 100 derniers clients sur lesquels on est intervenu et on a cherché à savoir c'était quoi les causes. Qu'est-ce qui a fait que ça a conduit à une compromission complète de l'entreprise. Et donc dans les pourcentages que vous pouvez voir, c'est finalement c'est quoi les mauvaises pratiques qui ont été observées. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins bien. On se rend compte que la partie sauvegarde, généralement, c'est assez mature maintenant. Le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde qui soit déconnectée, c'est moins la tendance. Ça touche plus que 44% des entreprises. Donc ça, c'est plutôt rassurant.
Par contre, il y a d'autres mauvaises pratiques, par exemple d'avoir des droits très élevés sur le système d'information et de ne pas utiliser d'authentification forte ou multifacteur. C'est-à-dire, si moi je suis administrateur, de reposer sur un login mot de passe pour administrer un système d'information, c'est une mauvaise pratique et malheureusement c'est observé généralement dans les entreprises. Par exemple, le fait de ne pas utiliser de logiciels de type antivirus, voire EDR. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas généralisé dans les entreprises. Le fait, pire que ça, d'avoir un poste de travail qui me sert à la fois de naviguer sur Internet et d'administrer un système critique. Donc en fait, que l'administrateur, alors c'est pas forcément de sa faute, qu'on lui donne peut-être pas les moyens de faire correctement son travail, ou du moins de ne pas avoir deux postes de travail, un poste de travail pour la bureautique et l'échange avec les collègues, et un poste de travail qui soit dédié juste à l'administration sécurisée des systèmes sensibles. Généralement, c'est pas fait. Généralement, la personne elle a tous les pouvoirs sur le système d'information et elle navigue en même temps sur Internet. Donc vous voyez les catastrophes que ça peut faire si cet administrateur repose juste sur un login mot de passe pour accéder à ses mails. On peut imaginer les conséquences et malheureusement, c'est ce qui se passe en entreprise. Donc ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, 80% d'un incident de sécurité pourrait être évité si le minimum était fait. C'est compliqué de faire le minimum. Mais généralement, c'est des choses qui ne sont pas observées. Alors pourquoi les attaques réussissent ? Il y a trois choses à retenir. C'est défaut de mise à jour, défaut de configuration et tout simplement défaut de vigilance. Et les attaquants vont chercher à exploiter en fait ces faiblesses qu'on retrouve tout le temps en entreprise. Et la difficulté en entreprise, c'est d'avoir en fait des professionnels, des gens qui soient là pour faire changer, pour opérer le changement en fait en entreprise. Parce que bien souvent, il y a une situation qui est là depuis des années. Il faut changer une sorte de culture de cybersécurité. Et il y a besoin en fait de s'atteler à la tâche pour s'assurer qu'on mette mieux à jour les systèmes, qu'on opère mieux les systèmes avec plus de vigilance, de rappeler les règles de base tout simplement aux utilisateurs. Ça, c'est des choses qui sont pas que de la technologie. C'est vraiment le côté humain et c'est vraiment le côté changer les choses dans une entreprise. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, anatomie du... Oui, il y a une question. J'arrive. Quels sont les moyens pour nous prémunir des attaques avant même qu'elles arrivent ? À part les antivirus, etc., qui, pour la plupart, ne sont pas réellement efficaces. Donc c'est une bonne question. Ça dépend pour les entreprises ou pour les particuliers. Clairement, ça dépend. Les antivirus sont globalement efficaces, dans le sens où ça va permettre quand même de filtrer entre guillemets, le bruit d'Internet. Tout simplement, les logiciels qui sont utilisés par la majorité des attaques vont pouvoir être détectés. C'est pas quelque chose de 100% efficace. De toute façon, la sécurité en soi, elle est jamais efficace. C'est pas possible d'atteindre un objectif de 100% de sécurité. Il y aura toujours des risques. L'objectif, ça va être de réduire les risques. Donc la bonne approche, en fait, c'est plutôt de se mettre dans un état d'esprit où on accepte qu'on puisse se faire pirater. Et donc quand on est dans cet état d'esprit, ça veut dire qu'on prend des dispositions, c'est-à-dire si je perds en fait l'accès à mon ordinateur, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai fait des sauvegardes, je vais pouvoir restaurer. Si je sais pas, je fais de la double authentification ou authentification forte et que je perds mon téléphone, qu'est-ce qui se passe ? J'ai peut-être du coup fait en sorte d'ajouter un deuxième numéro de téléphone, ou j'ai peut-être fait en sorte ce qu'on appelle un code de récupération que j'aurais noté quelque part. Ça, c'est la bonne approche. C'est vraiment de se mettre dans l'état d'esprit de penser au pire et de prendre les dispositions pour récupérer derrière. Généralement, c'est pas fait. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui se font
comment dire, détourner leur compte en ligne et qui sont dans l'incapacité de récupérer leur compte, c'est le fait de ne pas avoir mis ce qu'on appelle de la double authentification et d'avoir noté ces codes de récupération. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Les entreprises, c'est pareil. Or, il y a une tendance qui s'appelle le zéro trust. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est grosso modo de la défense en profondeur. C'est de mettre en place les bonnes pratiques et ça va être de faire à la fois de la prévention et de la détection. Donc généralement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la partie détection, détecter les incidents de sécurité. Mais il faut aussi prévenir. Prévenir, ça va être de durcir les systèmes, ça va être d'appliquer les mises à jour, ça va être d'avoir des bonnes pratiques de sécurité. Donc pour moi, les choses à faire qu'on peut faire aujourd'hui, c'est plutôt de la vigilance, d'être conscient vraiment des menaces qui pèsent aujourd'hui sur tout le monde, notamment en fait les arnaques et la fraude sous toutes ses formes. C'est ça la menace numéro 1 en fait qui touche tout le monde. C'est le fait que quelqu'un vous appelle demain ou fasse passer pour votre conseiller bancaire et vous demande d'approuver un SMS ou de lui donner un code que vous allez recevoir par SMS. Et en 2 minutes, il va vous retourner le cerveau en utilisant des formules où il y a de la négation, où il va vous mettre de la pression. Et donc en fait d'avoir le réflexe de se dire en fait quelqu'un qui m'appelle et qui me demande de faire quelque chose, je raccroche. Même si ça a l'air très sérieux et que ça a l'air hyper bien pour moi, je raccroche. Je raccroche et je rappelle. Donc déjà être vigilant sur ça. Et puis comme je le disais, surtout de se mettre dans la disposition de qu'est-ce qui se passe en fait si jamais je suis tombé dans le piège. Donc le fait d'avoir sauvegardé en amont en fait ces données, du coup si jamais il y a un logiciel malveillant qui va sur mon ordinateur ou mon téléphone, c'est moins grave, parce que je peux récupérer mes données. Le fait d'avoir pris des dispositions en amont pour protéger mes comptes en ligne, et le fait de perdre son téléphone derrière et d'avoir encore une solution de backup, c'est moins grave. Donc pour moi c'est ça que je me donnerais comme conseil, en fait c'est vraiment de se préparer au pire. Et c'est un peu comme le bricolage aussi, parce qu'en fait quand on regarde sur cybermalveillance, eux ils ont des fiches pratiques. Cybermalveillance c'est une super plateforme en France avec plus de 8 millions de visiteurs sur toutes les fraudes et arnaques en tout genre avec des conseils. Ce qu'ils disent c'est que sur le trafic de cybermalveillance, la recherche d'informations c'est toujours quand il est trop tard. En fait c'est les gens ils disent j'ai été victime d'eux, qu'est-ce que je dois faire. Et après les côtés prévention, c'est pas trop lu. Je faisais le parallèle avec le bricolage, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au bricolage généralement quand il y a une fuite d'eau ou quand il y a tel ou tel problème dans la maison. On n'est pas très intéressé en amont pour mieux entretenir, on va dire, sa maison. C'est un peu ça. En fait, c'est changer le paradigme pour commencer à s'intéresser aux mesures de prévention avant que ça arrive. D'autres questions ? On reviendra aux questions un peu après. Tu peux continuer. Un petit mot sur l'asymétrie des cyberattaques et des attaquants. C'est compliqué d'être un défenseur. C'est vraiment ce type de métier qui est recherché par les entreprises. C'est d'avoir des gens en fait qui soient là pour aider à mettre en place des actions qui permettent d'éviter tous ces problèmes. Malheureusement, en fait, les attaquants ont un certain avantage. C'est qu'ils peuvent attaquer en tout temps et n'importe où. Alors que le défenseur, lui, il doit être vigilant. Il ne peut pas se permettre la moindre erreur. L'attaquant, lui, il cherche juste une faiblesse et hop, c'est fini. Donc il y a un certain avantage pour les attaquants et c'est ce qui complique vraiment la tâche aujourd'hui d'être dans la partie défense des entreprises. C'est un rôle qui n'est pas évident, mais néanmoins qui est essentiel. Et quand on regarde comment marchent les attaques en entreprise, c'est le meilleur schéma que j'ai pu trouver aujourd'hui. Il a été fait par la Nouvelle-Zélande. Et sur ce schéma qui est assez compliqué au premier abord, ce que vous voyez, c'est vraiment la chaîne d'attaque. Qu'est-ce qui se passe en général dans les entreprises? C'est toujours le même schéma, avec au départ une porte d'entrée. Ça va passer très souvent par la partie mail. Et vous allez voir en fait qu'il y a des mesures de protection qui sont également illustrées en plus petit, qui sont notées en bas. Mais si vous voyez le schéma, en fait, généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a besoin d'avoir un accès initial. Un accès initial à un poste de travail, à un serveur.
Donc ça va passer soit par un mail de phishing, soit on va deviner en fait un login mot de passe, soit on va exploiter une absence de mise à jour. Donc je sais, par exemple, dans le télétravail, à un moment donné, il y avait des serveurs de VPN qui ont été déployés dans les entreprises. Ces serveurs de VPN n'avaient peut-être pas de mise à jour. Donc c'est des ressources qui sont connectées à Internet. Les attaquants vont du coup chercher à scanner en fait quels sont les équipements accessibles sur Internet qui n'ont pas de mise à jour. Et ça va être une porte d'entrée pour eux. Le fait de ne pas avoir de bonne protection sur ces comptes, c'est également en fait une faille. Donc ce qui va se passer, c'est que généralement on va faire en sorte d'inciter les gens à ouvrir un document qui va être malveillant, qui va lui aussi chercher à exploiter une vulnérabilité, tout simplement un logiciel qui n'est pas à jour. Derrière, il va y avoir un logiciel qui va être exécuté sur l'ordinateur. Et ce logiciel-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se propager sur un autre ordinateur. Il va essayer d'analyser sur l'ordinateur quelles sont les informations accessibles. Et surtout, il va essayer de récupérer d'autres logins mots de passe pour se connecter ensuite à d'autres ordinateurs. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Généralement, en un jour ou deux, l'attaquant a réussi à se propager sur le réseau de l'entreprise. Et derrière, les conséquences, ça va être de voler de la donnée, de détruire des sauvegardes ou de chiffrer les données pour demander derrière une rançon ou de revendre des informations qui sont confidentielles. Mais ça, c'est vraiment le schéma type en fait, que vous voyez, qui se répète à l'infini, mais c'est toujours la même chose. Et pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'un attaquant, il a besoin de trois choses. Il a besoin d'un compte utilisateur pour se connecter à un service ou à un système. Ça marche aussi avec le cloud. Ce qu'on se raconte là, en fait, avec les infrastructures cloud, elles sont quand même pilotées à distance. On va donner des ordres. Pour donner des ordres, il faut quand même avoir un compte. Si je vole ce compte, je vais pouvoir donner des ordres à distance. Il faut que le compte qu'on récupère, il ait des permissions élevées. Donc un compte à privilège. Donc si je récupère un compte administrateur, je vais pouvoir demander de créer des machines virtuelles très coûteuses, par exemple. Il y a pas mal de cas où d'entreprises se font pirater et du jour au lendemain, elles vont avoir une facture de 50 000 euros, 100 000 euros. Pourquoi? Parce que les attaquants, ils ont déployé dans l'infrastructure cloud des machines virtuelles très coûteuses pour miner de la crypto-monnaie. Et d'un coup, on est sur une facture à 50 000 euros du jour au lendemain. Généralement, pourquoi? Parce que la personne qui administrait ce système n'avait pas pris de précautions particulières et le compte obtenu avait des privilèges pour créer à la demande n'importe quelle machine virtuelle. Et donc ça passe par ça. Donc c'est des permissions. Et puis la dernière condition, c'est d'avoir un accès. Donc connectivité aux ressources. Et donc ça, c'est ça le schéma pour un attaquant, c'est de récupérer en fait tout simplement ses privilèges pour derrière se propager dans le système d'information. Donc généralement, c'est quoi les exemples? C'est défaut de vigilance, j'ai pas bien fait attention, j'ai pas mis en place les bonnes configurations non plus. C'est-à-dire que sur mes systèmes, j'avais pas durci, j'avais pas augmenté les configurations par défaut. J'utilisais toujours des logiciels qui étaient peut-être pas à l'état de l'art ou obsolètes. Et donc voilà. Ça, c'est compliqué à changer et c'est un travail de longue haleine en fait pour les entreprises. C'est de se transformer pour s'assurer en fait que sur ces dimensions-là, en fait, elles puissent augmenter leur niveau de sécurité. On a une question dans la salle. Est-ce que vous avez, face à vos clients, fait face à des failles 0D? Alors ça arrive, mais en fait, il y en a très peu en proportion. Il y en a très peu. Donc j'ai pas de chiffres vraiment à donner, mais ça serait quelques pourcentages sans doute, guère plus en fait. Tout simplement parce qu'il y a... ça coûte cher à développer et à acheter. Et puis il n'y a pas besoin de ça. Il y a des sites qui s'appellent Zerodium où ils achètent des failles de type 0D. Et de mémoire, les dernières, une faille 0D pour iPhone, c'est-à-dire une faille où j'ai juste envoyé un SMS à quelqu'un et donc il n'y a aucune interaction avec la personne et qui me permet de prendre le contrôle de l'appareil. C'est des choses qui sont achetées, je crois, 2 millions de dollars. Donc c'est des choses qui existent, il y en a. Mais il n'y a pas besoin d'investir autant pour attaquer les entreprises ou les particuliers. Donc ça va être plutôt les États qui vont être intéressés par ce type
d'armes numériques, hein, si j'ose dire. Donc oui, ça existe, mais en proportion, c'est pas ça aujourd'hui le niveau de risque pour les entreprises ou les particuliers. C'est juste pour clôturer comment faire pour l'entreprise pour se défendre. Aujourd'hui, l'entreprise, elle cherche à faire une chose. Elle cherche à renforcer l'identité de l'utilisateur et à faire en sorte que les appareils qui manipulent cette identité soient mieux sécurisés. Et faire en sorte de forcer à ce que l'attaquant en fait, ne puisse pas extraire de la machine des secrets. Ça, c'est un point important. Généralement, en fait, il y a beaucoup de cas de figure où l'attaquant va essayer de compromettre un système pour aller extraire en mémoire en fait, des cookies d'authentification ou des clés de session pour aller les rejouer sur un autre ordinateur. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte de contrôler à tout moment, de façon très dynamique, quel appareil est utilisé et de faire en sorte qu'on puisse lier l'identité de l'utilisateur et son appareil. Et donc si jamais il y a un changement, si on s'aperçoit en fait que l'identité de l'utilisateur est manipulée depuis un appareil inconnu ou un nouvel appareil, qu'on puisse bloquer en fait l'attaque. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises prennent comme chemin. Ça, c'était la séquence plutôt que je voulais vous faire sur la partie qu'est-ce qu'on observe comme menace dans les entreprises. Donc vous voyez, je voulais juste que vous reteniez en fait aujourd'hui, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup de moyens pour attaquer les particuliers et les entreprises. Il y a beaucoup de défauts à exploiter et donc ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y a besoin de compétences justement pour reprendre un peu le poids du passé et faire en sorte que le minimum soit mis en place. Et en termes de métiers, il y a énormément de métiers en cybersécurité. On en compte une vingtaine, on va dire. Donc là, j'en ai illustré quelques-uns en mettant deux catégories qui sont prévenir et guérir. Juste pour donner une petite perception, en fait, il y a des gens en fait, qui vont être plutôt attachés à éviter que les catastrophes arrivent et d'autres qui vont être appelés quand c'est un peu trop tard et qu'il faut réagir, c'est-à-dire chasser l'intrus, identifier où est l'attaquant, reconstruire le système. Et donc en fonction après de son caractère, on va plutôt se diriger sur des métiers qui vont être de prévention, où là c'est plutôt, on va dire, plus calme, moins stressant. Et puis au contraire, il y a des métiers où c'est plutôt sur le feu de l'action, où on est dépêché à intervenir un vendredi soir et à falloir passer une partie du week-end à aider les équipes à reconstruire parce que c'est la crise. Et il y a aussi des métiers qui permettent d'intervenir un petit peu dans les deux dimensions. Donc ce qui revient souvent en fait quand on parle de métier cybersécurité auprès des jeunes, étonnamment il y a le métier de pentester qui revient de façon spontanée, qu'on appelle aussi hacker éthique. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier. Si, quand même, plutôt bien. Ça, c'est un métier qui est plutôt accessible des débutants, en fait, assez rapidement après sortie d'études. Il y a beaucoup d'engouement sur ce type de métier. Il y a des métiers qui sont plutôt cryptologues. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors celui-là, il est souvent cité aussi, et je pense que c'est parce que les gens pensent que c'est lié aux crypto-monnaies, peut-être. Il y a crypto. L'objectif du cryptologue, c'est quand même de concevoir des systèmes de chiffrement. Donc de faire en sorte que l'information elle soit bien protégée. Donc c'est beaucoup de mathématiques. Clairement, pour moi, c'est le métier le plus avancé en termes de culture scientifique et bagage mathématiques en tout genre. C'est pas celui qui recrute le plus non plus. Tout simplement parce que les gens qui vont rechercher ce type de profil, ça va être des entreprises qui vont travailler dans l'armement, la défense, et donc c'est pas l'ensemble des entreprises qui cherchent ce type de profil. Néanmoins, il est cité de façon assez régulière. Et puis il y en a d'autres. Le consultant cybersécurité, lui, il n'est pas cité, mais c'est là où il y a le plus de jobs aujourd'hui. C'est l'un de ceux où il y a le plus de jobs qui sont publiés. On recherche des consultants en cybersécurité. Et c'est des gens qui vont pouvoir intervenir à la fois sur la prévention, mais également sur la partie réactive, quand il y a un incident de sécurité. Donc c'est des gens qui ont la capacité finalement à intervenir sur différents sujets pour mettre en place des systèmes de sécurité, voire de faire des recommandations quand il faut reconstruire.
Et donc c'est un secteur qui est assez dynamique. Quand on regarde les sources qui ont été faites par, une étude qui a été faite par l'ANSSI, on se rend compte que dans l'ensemble, en fait, il y a un quart des travailleurs qui ont moins de 30 ans en cybersécurité. Et maintenant, les nouveaux entrants, donc on va dire les personnes qui sont engagées là dernièrement, la moitié ont moins de 30 ans. Donc ça, c'est très dynamique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse pénurie en termes de profils sur cybersécurité en France et dans le monde. Et donc on recherche absolument tout type de profil. Il y a eu la semaine dernière sur les métiers. Ce qui peut être intéressant pour se projeter sur les métiers, c'est un petit peu, en fait, c'est quoi les compétences ? C'est quoi les soft skills ? C'est quoi les compétences fondamentales ? Et donc il y a un petit travail qui a été fait avec une matrice de compétences. Donc là, j'ai juste pris une petite image rapidement. Mais l'idée, en fait, c'est de regarder quelles compétences je dois avoir quand je veux être, je sais pas, responsable de la sécurité. Donc là, dans ce cas-là, il faut que je sois très fort en posture personnelle. Je suis très très bon en travail en équipe. Par contre, les capacités de supervision des systèmes ou d'investiguer des systèmes numériques, c'est pas là où je suis le plus fort, hein. Par contre, il y a des métiers très techniques comme analyse SOC où je vais devoir être, on va dire, de bonnes capacités techniques. Après, sur la partie travail en équipe, c'est pas trop ça qui va être recherché, hein. Ce référentiel-là, il est intéressant parce qu'en fonction de finalement de ce que vous cherchez, si vous êtes plutôt à vouloir suite à capuche, et c'est bien d'être suite à capuche, d'être dans des métiers où on n'a peut-être pas envie d'être en contact avec les gens, où on a envie de faire que du télétravail, hein, et ça permet aussi d'identifier les métiers qui sont là-dedans, ou au contraire les métiers où la technique c'est pas son truc et on a envie d'être plutôt communication et faire passer des messages. Donc cette petite matrice, elle est intéressante, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Ça a été fait pendant 1 an et demi par, on va dire, un groupe de travail d'une 50aine de personnes. Néanmoins, ça a un consensus pour donner en fait des caractéristiques à chaque métier. Et donc je vous invite à regarder, ça permet déjà de se projeter sur des métiers. Donc il y a à peu près une 20aine de métiers qui ont été référencés. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ces métiers ? Et il y a une étude aussi qui a été parue, que je vous partage, c'est une étude de Michael Page, et j'en finirai là, si on a des questions après, sur les salaires en fonction du niveau d'expérience. Vous verrez, on va retrouver des métiers comme pentester, comme ingénieur, comme architecte cybersécurité. Donc cette étude est assez intéressante pour trouver une petite idée de c'est quoi le marché en termes de dynamisme. Et donc on va sans surprise retrouver que la plupart des offres aujourd'hui sont quand même en Île-de-France sur la partie cybersécurité. Qu'entre mai 2021 et mai 2022, il y a plus de 20 000 offres d'emploi qui ont été publiées sur ce secteur. Et puis sur les compétences qui sont recherchées, pas mal de compétences sur la partie cloud qui sont cherchées, sur les tests d'intrusion, sachant que ce qui ressort beaucoup aujourd'hui, c'est des gens qui soient sur la partie cloud et sécurité. Ça, c'est une compétence qui est rare aujourd'hui sur le marché. Donc, je vois qu'il est 13h50. Je vais juste finir, je vais juste conclure pour laisser un peu de temps à ce qu'on puisse échanger quelques minutes. Je voulais juste, pour finir l'intervention, citer juste une ressource. On a mis à disposition, si vous le souhaitez, en fait, un kit. Donc en fait, si vous êtes déjà très fort sur ces sujets de cybersécurité et si vous voulez faire découvrir ces domaines, on a mis en place en fait un petit kit pour faire découvrir les gestes cyber et les métiers qu'on utilise nous-mêmes quand on fait des interventions. Donc voilà, je vous le propose, je vous le cite ici. L'objectif, c'est quand même d'améliorer les réflexes pour tout le monde, sachant que nous, ce qu'on estime, c'est que si des entreprises utilisaient à minima un logiciel antivirus ou un EDR, faisaient en sorte de ne pas avoir les pleins pouvoirs sur leur système en permanence, activer l'authentification multifacteur, avaient mis en place les mises à jour et sauvegardé leurs données, ça permettrait de protéger contre, on va dire, la plupart des attaques aujourd'hui. C'est ça qu'il faut garder en tête sur le côté sensationnel qu'on peut voir dans les médias et la réalité. Aujourd'hui, le niveau moyen de sécurité dans l'entreprise est quand même assez bas et il y a besoin vraiment des années, je pense, pour augmenter en fait sur cette partie cyber-résilience, sur l'usage du numérique et de s'assurer en fait que ces basiques soient vraiment faits au quotidien.
ce qui permettra d'éviter pas mal d'attaques. Donc voilà, je vous propose, si vous avez des questions, de les prendre. Alors, dans la salle, vous levez la main et sinon, sur le live, vous envoyez vos questions à causerie, comme vous voyez sur l'écran, causerie au pluriel, idfc, tout accroché, @cesi.fr. On a des questions, je vais passer la parole. Quand vous avez dit 5% de ransomware, comment vous avez fait pour savoir ça? Bon, bah, on a récupéré en fait ce qu'on a pu observer sur les investigations qu'on a pu faire, hein, tout simplement. Donc ça veut dire que les 95% restants, ça laisse des traces? Ça veut dire que les 95%, il y a du mouvement dans l'entreprise qui montre qu'elle est compromise, hein, tout à fait. Du coup, vous recommandiez de faire les mises à jour. Alors là, c'est surtout pour le particulier, mais est-ce qu'il faut mieux faire la mise à jour tout de suite ou attendre un petit peu pour être certain qu'il n'y ait pas un correctif qui arrive parce qu'il y a éventuellement une faille qui était incluse dans la mise à jour que les hackers auraient pu exploiter, donc vaut mieux attendre ou la faire tout de suite et puis... Moi, je ne me pose pas de questions, je les installe de suite, sans attendre. Parfois, ça peut me donner tort parce qu'effectivement, je ne sais pas, sur l'année écoulée, il va y avoir un problème sur cette mise à jour et ça va me causer des soucis. Mais généralement, non, c'est mieux de ne pas se poser la question et d'appliquer les mises à jour sans attendre, hein. Clairement. La difficulté, après, c'est de suivre le rythme des mises à jour, hein. Et quand je prenais un exemple sur les téléphones, honnêtement, c'est pas évident, ne serait-ce que d'être informé. Parce que souvent votre téléphone en fait va vous la proposer alors que la mise à jour ça fait 7 jours qu'elle est disponible. Et donc quand je vais prendre la décision de l'appliquer cette mise à jour, bah, parfois ça fait déjà 15 jours, 20 jours qu'elle est disponible. Donc souvent elles sont quand même testées, hein. Donc généralement il n'y a pas trop de problèmes. Généralement ça se passe quand même plutôt bien dans l'ensemble. Donc il ne faut pas non plus trop se poser de questions, il faut vraiment les appliquer ces mises à jour. J'avais une question, moi, par rapport à ce que vous disiez sur tous les systèmes d'anticipation qu'il faut avoir en tant que particulier, pour mon cas. Je pensais à toutes les personnes qui n'ont pas cette culture de technologie, qui est une grande partie de la population, mais aujourd'hui, la grande majeure partie de la population a un smartphone, même si c'est pas bien s'en servir. Même, je vois typiquement autour de moi, les gens, les mises à jour, c'est pas trop ce que c'est, etc. Est-ce que il y a cette démarche intellectuelle de se dire, je sais pas, vous faites des formations gratuites en ligne de propositions d'aide pour, est-ce que vous aidez avec des associations peut-être, Microsoft peut-être s'engage auprès d'associations ou autres pour aider dans cette démarche-là en fait, parce que c'est compliqué, j'imagine, pour beaucoup de personnes. Moi-même, la première. Non, mais c'est pas le contenu qui manque, je pense, hein. C'est-à-dire qu'en cherchant, on va trouver, hein. C'est plus effectivement le fait d'avoir des sortes de référents ou de coach cybersécurité en local, hein. Et non, moi je crois beaucoup au fait que dans les mairies ou que dans les villes, hein, quand il y a des clubs informatiques, hein, qu'il puisse y avoir des lieux, un peu comme les Repair Café si vous connaissez, hein, ces endroits où vous pouvez venir avec du matériel et puis on va vous aider à le réparer, hein, qui est ces tiers-lieux qui vous aident à resécuriser en fait vos usages de numérique. Et clairement, c'est pas simple quand on veut reprendre ne serait-ce que le contrôle de ses identités, hein, parce qu'on en a une centaine de logins mots de passe et qu'on veut utiliser un gestionnaire de mots de passe, ça va se faire, ça va vous prendre quelques heures, hein, donc ça va pas être simple. Il y a pas mal d'étapes à suivre, hein, et s'il n'y a pas de gens qui vous accompagnent, c'est compliqué, hein. Donc c'est plus facile quand on est dans le milieu pour s'y mettre, hein, mais il y a vraiment besoin de se poser, de reprendre un tout petit peu le temps de faire le basique. Quand je dis le basique, c'est des sauvegardes et de protéger en fait vos comptes qui contiennent ces sauvegardes, mais également vos emails, en mettant dès maintenant de la double authentification. Ça prend 5 minutes et si vous ne savez pas comment le faire, maintenant vous pouvez même utiliser ces systèmes qui génèrent pour vous du texte, hein, les IA génératives, qui vont pouvoir vous donner un peu le mode d'emploi à suivre assez simplement, hein. Mais côté Microsoft, non, la seule chose qu'on a fait, c'est de publier en fait ce kit de ressources où on aborde quelques conseils pour améliorer sa sécurité. Donc on essaie d'aller un petit peu plus au contact des jeunes pour en parler.
Mais l'objectif, non, c'est effectivement qu'il y en ait d'autres qui prennent ce contenu. Et il y a des choses qui sont bêtes, hein, mais déjà sur la double authentification, si on pouvait monter en France ne serait-ce qu'à 10%, ce serait très bien. Les stats Twitter sont pas forcément bonnes, hein. Quand on regarde sur Twitter, c'est 5% des gens qui ont activé la double authentification. Alors je ne sais pas si vous utilisez Twitter, mais c'est faible, 5%. Au-delà de ça, c'est vraiment une expérience personnelle. Je me suis fait voler mon sac à main récemment, avec évidemment mes portables. Et pour réactiver tout, il m'envoyait des messages sur Gmail. Mais Gmail m'envoyait un texto sur mon portable que je n'avais plus. Et ça pour tout, c'est-à-dire la carte vitale. J'ai une galère de fou. Donc là, je vous le dis à tout le monde, faites attention. Faites attention, parce que tout est relié. Et pour récupérer ma carte SIM, m'envoyer sur Gmail. Mais pour avoir Gmail, je devais avoir un texto sur mon portable. Donc c'était vraiment horrible, franchement, et psychologiquement, moi je dis, je m'en sors un peu, je connais des gens, mais je me dis, il y a plein de gens qui n'y arriveraient pas, quoi, ce serait compliqué. Prenez le temps de regarder c'est quoi ce code de récupération sur vos boîtes mail, notez-le, imprimez-le, mettez-le de côté, ça vous servira le jour où justement vous n'avez plus accès à votre téléphone et que le système est inaccessible, parce que la plupart des services dépendent en fait de votre adresse email, donc c'est vraiment... la chose à retenir, je pense, c'est voilà, dites-vous que ce week-end, c'est le printemps, ménage de printemps, ça y est, c'est la période. On se prend 2-3 heures pour reprendre le contrôle au moins sur ces boîtes mail et de les reconfigurer à niveau pour que si le pire arrive, vous puissiez faire face. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. On va pouvoir conclure là-dessus. Merci, on peut vous applaudir. Monsieur Jumelet, merci pour votre intervention. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le live. J'espère que ça vous a apporté quelques notions. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer toutes vos demandes, informations, propositions de causeurs, causeries sur causerie@saisie.fr et revoir des replays sur le YouTube Saisie dans les playlists Les Causeries Saisies. Je vous incite à nous rejoindre mardi prochain. Donc là, on parlera des biais cognitifs et prise de décision. Donc là aussi, sujet très transverse qui peut parler à tout le monde, qui vous intéressera à la fois dans votre vie professionnelle et professionnelle. Merci à tous, à très bientôt. Merci Monsieur Jumelet et prenez soin de vous. Bon après-midi.